En 1915, alors on n'a pas beaucoup de choses qui se passent en 1915 étonnamment, malheureusement je dirais. Tout de même deux trois trucs que je pourrais dire. Bon, la Universal City qui est construit à Hollywood, bon, moi je m'en fous un peu. Honnêtement, je m'en fous un peu. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le brevet du rotoscope, ça c'est un truc que je trouve cool, parce que si vous me connaissez ou si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, vous êtes probablement au courant que j'adore l'animation. Je suis un gros fan d'animation, c'est trop cool l'animation. Et justement, le rotoscope est une technique d'animation pour faire des dessins animés un peu plus réalistes que ce qu'il y avait déjà à l'époque. Donc merci Max Fleischer qui dépose en 1915 le brevet du rotoscope, c'est vachement cool. Je suis content, on en parlera sûrement plus tard. De toute façon, je reparlerai d'animation. Si je vais jusqu'à 2024, je vais pas réussir à me retenir de parler d'animation jusqu'à 2024. C'est pas possible. Donc, on a la sortie du rotoscope, enfin le brevet du rotoscope en 1915, et justement la sortie, cette fois-ci c'est le bon mot, d'un film, cette année-là, qui est à la fois le film dont je vais parler et la plus grosse news de l'année, parce que c'est un film qui sera extrêmement important, c'est La naissance d'une nation, qui est aussi la raison pour laquelle ça fait 3 semaines ou un mois que j'ai pas posté de vidéo, c'est parce que j'avais pas envie de le regarder. Vraiment, quand j'ai tourné la dernière vidéo, je l'ai postée et j'ai commencé La naissance d'une nation direct après. Direct. J'en ai regardé 45 minutes et j'en suis resté là pendant 3 semaines. Parce que j'arrivais pas à me motiver. Parce que c'est nul. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Bon, après, je vais donner un peu plus de détails que j'aime pas. Parce que voilà, c'est pas ouf. Donc, La naissance d'une nation, réalisé par David Ward Griffith. Comme toujours, on a déjà parlé plein de fois de lui. Personnage que je n'aime pas trop, mais bon, il a fait plein de trucs pour le cinéma. Et ça, je vais en reparler ensuite avec ce film, c'est que c'est un innovateur. Dans le cinéma, ce mec est extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient très innovatrices. Par exemple, La naissance d'une nation dure 3 heures. C'était à l'époque un film extrêmement long, et encore aujourd'hui, c'est considéré comme extrêmement long. Encore aujourd'hui, vous allez au cinéma, il y a des gens, ils n'ont même pas le courage de s'asseoir 3 heures devant un film. Et justement, à l'époque, les gens avaient visiblement pas le courage, puisque ce film était à l'origine diffusé avec une entr'acte. Puisque le film est considéré et coupé en deux parties déjà dans sa réalisation, et donc il était coupé entre les deux parties, je suppose. Donc on a première partie, là, les États-Unis avant la guerre de sécession, et deuxième partie, guerre de sécession et reconstruction. Tout cela saupoudré de révisionnisme historique et d'arguments de la cause perdue, parce que ces méchants noirs prennent le pouvoir dans notre pays. Évidemment, hein, dans les États-Unis en 1915, les noirs étaient euh, les gens qui gouvernaient et qui menaient un peu tout et qui étaient très très dangereux pour nous. Ça, on le sait, c'est faux, évidemment. Encore heureux que c'est faux, puisque ça n'est jamais arrivé aux États-Unis, un truc pareil. Donc ce film, c'est aussi pour ça qu'il a une importance. Ce film, il faut l'avoir vu il n'y a que deux raisons de le voir, selon moi. Non, trois, allez. Soit vous vous intéressez beaucoup à l'histoire du cinéma, et dans ce cas, vous devez l'avoir vu. C'est un must, parce que c'est aussi une prouesse technique, parce qu'il y a la durée, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Dans le cinéma, c'est un film qui est extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Deuxième raison, vous vous intéressez à l'histoire des dynamiques sociales aux États-Unis ou l'histoire des États-Unis en général. Ce film va avoir un énorme impact sur les États-Unis du XXe siècle. Et troisième raison, vous êtes un putain de nazi. Je sais pas, un truc dans le genre. Parce que, ouais, si vous le regardez pour le plaisir, alors vous pouvez le regarder pour le plaisir en vous disant «Oh, l'idéologie est pas bien, mais j'aime bien regarder des films». Vous pouvez, hein, mais moi, en tant que pas nazi, j'ai pas aimé. Je vois mal comment on peut ne pas trouver particulièrement, enfin, ne pas trouver particulièrement mauvais ce film euh, quand on n'est pas raciste, quand on n'est pas un grand malade. Parce que donc justement, c'est ça le problème de ce film, c'est ça qui va faire qu'il a euh, une si grande importance dans l'histoire des États-Unis, parce que ça va être le film le plus vu, enfin le film le plus rentable de l'histoire pendant encore une bonne trentaine d'années, me semble-t-il, parce que c'est Autant en emporte le vent qui va le vaincre, qui va pas prendre sa première place. D'ailleurs, Autant en emporte le vent
est encore aujourd'hui numéro 1 depuis les années 40. Et avant, c'était Naissance d'une nation. Alors, il y en a qui sont mis entre les deux. Il y en a qui se sont mis entre les deux, mais La naissance d'une nation, dans les faits, était le film le plus rentable de l'histoire jusqu'aux années 40, à la sortie de Autant en emporte le vent, qui est encore aujourd'hui premier. Ça fait beaucoup. Donc ce film, en fait, La naissance d'une nation va avoir des millions d'entrées. Et là où il est problématique, c'est que il raconte une histoire totalement fausse des États-Unis. Pour faire un résumé très très vite fait, on a la famille Stoneman qui vit dans le nord des États-Unis, qui sont abolitionnistes, qui veulent qu'on ait plus d'esclaves noirs. Il y a la famille Cameron qui vit en Caroline du Sud, qui ont des esclaves et qui donc sont pas trop pour qu'on arrête d'en avoir. Les garçons Stoneman, les enfants Stoneman vont visiter les enfants Cameron parce que c'est des familles qui se connaissent. Le fils Cameron tombe amoureux de la fille Stoneman, le fils Stoneman tombe amoureux de la fille Cameron, oulala. Ensuite, la guerre de sécession vient. Ils crèvent à peu près tous. Je crois qu'il n'y a qu'un seul fils qui revient. Je sais pas, en tout cas, le fils Cameron revient, ça c'est sûr. Le fils Cameron revient, Ben Cameron, il va avoir une certaine importance, vous allez le voir. Et ensuite, c'est là que ça part encore plus en vrille, puisque Lincoln est assassiné, Austin Stoneman, donc le papa Stoneman, devient l'homme le plus puissant des États-Unis, du moins voilà, il devient un homme extrêmement puissant puisqu'il n'y a plus Lincoln, et donc c'est là que une période de droits égaux, plus ou moins, va s'instaurer, où Stoneman va organiser des élections où les Noirs peuvent participer, etc., etc. Mais attention, les Noirs vont être majoritaires au Parlement, et c'est des animaux, ils boivent de l'alcool, ils enlèvent leurs chaussures, ils humilient les Blancs, ils font des lois selon lesquelles on doit saluer les miliciens noirs dans la rue. Ah, ils sont vraiment méchants. Donc les Noirs sont au Parlement totalement irrespectueux envers leur position, et dans la rue, des violeurs et des assassins. Voilà, c'est ça l'idée du film. Et donc, qui va nous sauver? Le Ku Klux Klan. Évidemment, ce film glorifie le Ku Klux Klan, puisque dans le film, on voit comment il est créé selon le film. C'est Ben Cameron, donc le fils qui est revenu de la guerre, qui voit des enfants blancs se cacher derrière un drap pour faire peur à leurs copains noirs. Et il se dit, putain oui, je vais mettre un drap blanc et je vais buter des noirs. Ouais, c'est ce que je me dis à chaque fois que je vois des enfants qui jouent dans la rue. Donc il va créer le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, donc ce sont des héros qui viennent nous sauver contre ces animaux. Ce film, c'est affreux, c'est horrible, c'est nul. Donc c'est un film qui est extrêmement raciste, qui est extrêmement dangereux, qui a déteint beaucoup sur la société américaine, étant donné qu'à cette époque, quand il est sorti, 50 ans après, les premiers événements qu'il décrit de manière tout à fait fausse, quand ce film sort, le Ku Klux Klan est en train de s'effondrer, le Ku Klux Klan est en train de disparaître, et grâce à ce film pour eux, à cause de ce film pour nous, le Ku Klux Klan va renaître. À savoir qu'il existe encore. Il y a encore des gens qui font partie du Ku Klux Klan aujourd'hui, et ils sont encore considérés comme un groupe terroriste par la CIA et le FBI. Voilà. Le Ku Klux Klan existe encore, et c'est un peu à cause de lui, puisque le Ku Klux Klan aurait très bien pu s'éteindre. En 1915, ce film va relancer le Ku Klux Klan, putain, j'arrive pas à le dire, et lui donner un nouveau souffle de vie, comme il n'en a jamais eu en fait, parce que c'est le XXe siècle, le Ku Klux Klan va devenir gigantesque. Alors il a été très gros au XIXe siècle. Regardez Black Klansman, en vrai, regardez Black Klansman, parce que ce film est extrêmement intéressant. Spike Lee a très bien fait son travail, je trouve. C'est un film sur un noir qui infiltre le Ku Klux Klan dans les années 80. Regardez-le, c'est cool. Mais ne regardez pas La naissance d'une nation, sauf, comme je le disais, sauf si vous adorez l'histoire des États-Unis ou l'histoire du cinéma, ou si vous êtes un néo-nazi. Sinon, ne regardez pas La naissance d'une nation, parce que c'est pas bien. Au-delà de l'idéologie qui est répugnante,
bah, même si on prend pas ça en compte, on se fait chier. On se fait vraiment chier. Enfin moi je me suis beaucoup fait chier en tout cas et c'est tout. Je me suis fait chier. Et ce film justement va avoir une énorme importance, surtout aux États-Unis. Je reprécise ça, je le rebalance comme ça, comme j'ai les infos en tête, parce que oui, aux États-Unis, il va avoir une énorme importance. Genre renaissance du Ku Klux Klan, premier film, diffusé à la Maison Blanche, hem, un mec, ça c'est une vraie info que j'ai vue, un gars qui sort d'une séance de la naissance d'une nation, il est tellement matrixé par ce qu'il a vu qu'il a juste tué un adolescent noir dans la rue gratuitement, parce qu'il venait de voir la naissance d'une nation. Hem, donc dans ce pays de détraqués, hein, parce que les États-Unis c'est un pays de détraqués, tout le monde le sait, dans ce pays de détraqués, ça va avoir une grosse importance. Mais dans les autres pays, moins, beaucoup moins. Par exemple, en France, il va être interdit dès sa sortie jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est seulement à la fin de la Première Guerre mondiale qu'il va être autorisé, et il va être re-interdit par les salles parisiennes en 1923. Heu, donc on voit qu'il y a quand même une certaine défense contre ce film, par exemple en France, mais même aux États-Unis, en fait, il y a eu des plaintes. La cour c'est remonté jusqu'à la Cour suprême pour savoir si ce film avait le droit d'être diffusé ou pas. Donc il y a eu quand même du débat, dessus, même aux États-Unis. Mais bon, les gens l'aiment encore ce film. Les gens l'aiment encore malheureusement. D'ailleurs, il est dans BlacKkKlansman, heu, de Spike Lee. On voit des bouts de ce film et c'est à cause de la naissance d'une enfin à cause de BlacKkKlansman que j'ai découvert la naissance d'une nation, entre autres. Donc voilà, regardez pas la naissance d'une nation, encore une fois, sauf si vous aimez l'histoire, etc. Mais sinon, regardez pas parce que c'est pas bien. C'est, on se fait chier et c'est hyper raciste. Et le Ku Klux Klan, c'est pas les gentils dans la vraie vie. Donc juste, c'est pas bien. Après, seul et unique point positif, ça je l'avais dit avant, David Ward Griffith est un grand innovateur. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a une raison de le regarder si on est fan de cinéma, c'est que ce film est très innovateur. Alors, il y a des trucs contradictoires. J'ai lu quelque part que c'était le premier film à utiliser la caméra mobile, et j'ai aussi lu autre part qu'il y avait déjà un film l'année d'avant qui avait utilisé la caméra mobile, donc je suis pas exactement sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film est innovant. Ce film dure 3 heures. Encore aujourd'hui, il y a des gens, ils ne voient pas des films de 3 heures parce que c'est trop long. 3 heures, c'est gigantesque, surtout à l'époque. 3h13 même, me semble-t-il, bon, c'est un détail, mais ça le rend plus long que Le Comte de Monte-Cristo, ça le rend plus long que Avatar 2. C'est c'est un film extrêmement long. Hem et ça aussi, ça rien qu'en soi, ça c'est déjà une prouesse, le fait qu'il soit aussi long. Et il y a plein d'autres choses. Le film est très, très imaginatif en termes de technique, mais comme toujours, parce que David Moore Griffith a toujours été extrêmement imaginatif en termes de technique, et aussi visiblement en termes d'histoire, puisqu'il a réécrit l'histoire des États-Unis juste pour un film. Donc voilà. Euh, Conclusion, matez pas ce film, c'est pas bien, mais c'est quand même intéressant. Mais c'est pas bien.